C'est une affaire choquante venant des montagnes de Caroline du Nord, un restaurateur. Une mère accusée de l'impensable, avoir tué sa propre fille par empoisonnement. Elle est également accusée d'avoir tenté de faire la même chose à son autre fille et à son petit ami lors du dîner de Thanksgiving. La femme au cœur de cette affaire a longtemps été une figure clé de la gastronomie locale. Alors pourquoi aurait-elle tenté de prendre la vie de plusieurs personnes, des membres de sa propre famille? Tout cela reste un mystère. Nous enquêtons sur l'affaire de Law and Crime. Non seulement la femme dont nous parlons aujourd'hui est accusée d'un acte étrange, et je veux dire vraiment étrange, d'une manière très horrible. Elle aurait tenté d'empoisonner des convives au vin lors du dîner de Thanksgiving et tuer sa propre fille. Une autre dimension de cette histoire concerne cette femme et un meurtre non résolu. Une affaire classée froide, restée sans solution pendant des années. Beaucoup de points à aborder dans cette histoire, mais avant la partie affaire classée froide, je dois poser les bases. La suspecte, une femme au passé très intéressant, est désormais au centre d'une histoire vraiment effrayante. Maintenant, cette histoire nous vient du magnifique paysage de l'ouest de la Caroline du Nord, dans la région d'Asheville. Asheville n'est peut-être qu'une ville d'environ 100 000 habitants, mais c'est vraiment un centre culturel du Sud. C'est un endroit où de nombreux touristes aiment affluer. Bonne nourriture, brasserie, musique, un lieu idéal pour un week-end détente. Parmi celles qui tentaient de réussir comme restauratrice à Asheville, figurait une femme appelée Gudrun Casper Lennenkugel. D'après un article paru dans le journal local, The Mountain Express, c'était en 2016, Gudrun Casper Leinenkugel et ses partenaires ont commencé à planifier le Patent Public House en juillet 2013. Voici des photos toujours affichées de ce restaurant, désormais fermé. Voici leur compte Instagram cité dans l'article. Gudrun, la femme au cœur de l'affaire, sera évoquée bientôt. Elle explique avoir travaillé très jeune, déclarant « J'ai eu une laverie automatique. J'ai appris à gérer l'entreprise et à réparer les machines. C'était une bonne expérience d'apprentissage, dit-elle. » L'article poursuit en disant qu'elle a ouvert 6 restaurants et bars à travers le pays. Maintenant, il n'est pas clair où se trouvaient ces restaurants et bars à travers le pays. Mais dans cet article, Gudrun mentionne le restaurant qu'elle devait ouvrir à Asheville. Elle s'est inspirée de la cuisine réconfortante et de la bière des auberges européennes de son enfance. Elle dit avoir grandi en voyageant entre les États-Unis, Minnesota, Wisconsin, et l'Allemagne. Donc l'ouverture de ce restaurant, le Paton Public House que Gudrun a ouvert, ne s'est pas déroulée sans accroc. Selon WLOS Télévision, nous avons trouvé un article de la même période que la histoire de 2016 mentionnant plusieurs employés partis immédiatement. Un mois après l'ouverture du restaurant, certains disaient que l'établissement ne payait pas ses employés. Dans l'article principal, Gudrun a déclaré que tout cela était la faute de la société de paix. Donc, si j'évoque ces histoires du passé, c'est vraiment pour vous aider à comprendre. Cette personne est au cœur d'une histoire très complexe, inhabituelle et unique que nous suivons. Et à un certain moment, il semble qu'il y ait eu un tournant terrible que cette femme, Gudrun, aurait pris. Alors, parlons de Thanksgiving. Donc, vous avez Gudrun, cette restauratrice qui a organisé, selon les procureurs, un dîner privé, et les invités comprenaient des membres de sa propre famille, comme on peut s'y attendre à Thanksgiving. 2 membres de la famille étaient les filles de Gudrun. L'une d'elles, que vous voyez ici, s'appelle Lila Livis. Selon les dossiers du tribunal, l'autre fille de Gudrun est un Mia Lacé. La police indique qu'à ce dîner, elle était avec son petit ami, Richard Pegg. Selon les documents du tribunal, nous n'avons pas encore de photos de Mia et Richard. Donc, selon VOVH NSTV, en Caroline du Nord, lors de ce dîner de Thanksgiving, Gudrun a offert du vin à ses invités, et ses invités l'ont bu, et après le dîner, 3 des invités qui avaient bu dans la même bouteille ont commencé à ne pas se sentir bien. Ce n'était pas le malaise ressenti après un gros dîner de dinde. C'était bien pire. Lila a dû aller à l'hôpital. C'est à quel point elle se sentait mal après avoir bu ce vin. Et Mia et Richard, eux aussi, se sont sentis vraiment, vraiment malades. Quoique Lila ait ingéré, cela l'a tuée. Selon les forces de l'ordre, elle est morte le 1er décembre, environ une semaine après Thanksgiving. Quant à Richard et Mia, ils semblent vraiment chanceux d'être en vie,
d'après ce que nous avons appris sur ce qui aurait été dans ce vin à Thanksgiving. Selon les forces de l'ordre, une enquête a révélé que les trois ont consommé un produit chimique appelé acétonitrile. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies et l'Agence de protection de l'environnement le décrivent comme un liquide clair, incolore, pouvant servir de solvant pour les batteries au lithium. Et ce n'est pas quelque chose que vous voulez introduire dans le corps humain. Les agences précisent donc que ce produit chimique est toxique, peut causer maux de tête, nausées et être mortel en cas d'ingestion. Cette substance très dangereuse aurait été présente dans ce vin. Alors la question se pose, comment trois personnes, les filles de la femme qui organisait ce dîner de Thanksgiving, ont-elles pu ingérer ce produit chimique nocif qui est souvent utilisé avec des batteries au lithium? Lors d'une audience devant les médias locaux, les procureurs ont indiqué que l'historique de recherche de Gudrun avait apporté une réponse présumée à cette question, précisant clairement ce que disait la recherche. Citation: que se passe-t-il si j'ingère de l'acétonitrile? Les procureurs affirment que Gudrun a effectué cette recherche avant le dîner. À présent, Gudrun fait face à des accusations pour avoir prétendument empoisonné sa propre fille à mort. Il est accusé de meurtre et de tentative de meurtre sur son autre fille et le petit ami de celle-ci. Elle est accusée de meurtre au premier degré, de 2 tentatives de meurtre au premier degré et de 3 chefs de distribution d'aliments et boissons interdits. Mais ce n'est pas tout, parce que ce ne sont pas les seules accusations graves auxquelles cette femme doit maintenant faire face. En effet, Gudrun fait face à une accusation supplémentaire de meurtre au premier degré. Et cela n'a rien à voir avec ce qui s'est passé il y a moins d'un an à Thanksgiving. 25. Nous avons le mandat d'arrêt qui accuse Gudrun d'avoir tué un homme nommé Michael Schmidt en 2007 dans le comté de Henderson, en Caroline du Nord, une communauté au sud d'Asheville. D'après le mandat d'arrêt, la date de la mort de Michael Schmidt, la date de son meurtre présumé, était le 9 octobre. En 2007, selon Fox Carolina, Schmidt est décédé dans un incendie domestique. Mais alors que les adjoints enquêtaient sur les empoisonnements présumés, ils ont découvert des preuves que Gudrun aurait tué Michael Schmidt il y a presque des années. En 2007 donc. On ne sait toujours pas quelles preuves ont poussé les adjoints à penser qu'il a été assassiné et non mort accidentellement dans l'incendie. Et la chaîne de télévision rapporte que Schmidt est mort dans la même maison où Gudrun vivait, sur Schmidt Terrace, à Hendersonville, en Caroline du Nord. Voici donc une photo de Gudrun. Casper Lehnkugel fait une apparition depuis la prison pour une audience sur la caution. Un juge a refusé la libération sous caution de Casper Lehnkugel. WHNS rapporte aussi que les procureurs ont signalé au tribunal qu'elle est sous enquête pour d'autres décès actuellement examinés. Si elle est reconnue coupable, rien qu'en se basant sur les accusations auxquelles elle fait actuellement face, elle pourrait être passible de la peine de mort. En Caroline du Nord, j'ai entré le nom de Gudrun Casper Lehnkugel sur truthfinder.com. Nous avons vu apparaître d'anciennes adresses dans l'État du Wisconsin. Cela confirme ce qu'elle avait dit dans cet article il y a des années. Elle avait des liens hors de Caroline du Nord. Nous voyons quelques pseudonymes pour elle, mais aucun casier judiciaire, ce qui est intéressant vu les accusations. Nous collaborons avec Truthfinder pour les recherches de dossiers publics sur Law and Crime. Truthfinder accélère nos recherches pour nous concentrer sur les affaires criminelles, pas la paperasse. Tapez simplement un nom pour obtenir adresse, antécédents criminels, etc. C'est notre outil principal pour les vérifications et l'un des plus grands services de recherche aux États-Unis. L'abonnement permet des recherches confidentielles illimitées, par exemple pour vérifier de nouveaux voisins ou enquêter sur des personnes. Rencontrez quelqu'un en ligne ou reprenez contact avec une personne. Vous pouvez aussi rechercher les délinquants sexuels proches ou vérifier vos propres antécédents. Restez informé et en sécurité avec Truthfinder Now sur truthfinder.com/over-the-counter. Nous accueillons Kristen Hockey Otis, avocate de la défense et ex-procureure, pour discuter de l'affaire en Caroline du Nord. Heureux de vous accueillir sur Law and Crime pour explorer le fonctionnement de la loi en Caroline du Nord. Une affaire comme celle-ci comporte de nombreux aspects à analyser. Je voudrais commencer, car le meurtre en 2007 de Michael Schmidt semble être survenu de nulle part. Le dîner de Thanksgiving lié à une histoire datant de 2020 ou 2025 sera évoqué. Il serait mort dans un incendie de maison. Comment les enquêteurs pourraient-ils, vous savez, trouver des preuves? Enfin, qu'est-ce qu'ils devraient prouver pour, en fait, je suppose, la déclarer coupable d'un incendie criminel? Ce qu'ils pensaient, c'est qu'il est mort dans un incendie de maison en 2007. Maintenant, à notre époque, il faudrait trouver des preuves qui, au-delà de tout doute raisonnable, permettraient de la condamner pour quelque chose comme ça. Eh bien, tout d'abord, Chris, merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. J'apprécie vraiment. Et pour répondre à votre question, vous savez,
les récits médiatiques que nous avons vus jusqu'à présent sur cette enquête, et bien sûr, c'est extrêmement récent. Il n'y a pas eu tant d'informations publiées jusqu'à présent, mais nous savons qu'une perquisition a apparemment été effectuée à son domicile. Nous savons qu'une recherche a été faite sur ses ordinateurs, sur son historique de navigation. Nous en parlerons dans une minute car c'est une preuve accablante dans l'affaire du meurtre de Thanksgiving. Mais nous ne savons pas ce qu'ils ont trouvé, s'ils ont trouvé quelque chose chez elle lors de la perquisition, n'est-ce pas? Nous ignorons ce qui a été trouvé sur son ordinateur, si elle avait d'autres historiques de recherche ou des preuves matérielles chez elle. Nous ignorons le contenu du rapport du chef des pompiers, censé évoquer un incendie domestique en 2007. Cela pourrait confirmer des éléments trouvés chez elle. Vous savez, nous ne savons pas s'il y avait potentiellement des journaux, des carnets, des choses comme ça, des preuves d'un lien qu'elle avait avec cette personne. Donc tout cela reste à voir pour le moment. Je suppose que tout lien avec cette personne a sans doute été trouvé lors de la perquisition de son domicile ou de ses effets personnels. Oui, et la victime en 2007. Il s'appelait Michel Schmidt et il est décédé d'après ce que les médias locaux ont pu découvrir sur l'affaire de 2007. Il est mort dans la maison où vit aujourd'hui Gordon Casper Lehning-Kugel, sur Schmidt Terrace à Hendersonville, Caroline du Nord. Voici la scène où l'incendie de maison aurait eu lieu. À Thanksgiving, à 25 ans, la preuve est la présence d'un produit chimique très toxique et potentiellement mortel. Le vin a été bu par les 3 personnes présentes. De plus, elle aurait fait des recherches selon l'historique de recherche. Tu sais ce qui arrive si quelqu'un consomme ça? De l'extérieur, tu penses que l'affaire est presque gagnée. Comment un avocat de la défense aborde-t-il ce type de dossier? Eh bien, c'est une preuve extrêmement solide pour l'État, c'est certain. Tu connais ces recherches Google? J'ai vu plein d'affaires où ça revient mordre un prévenu de façon vraiment sérieuse. Tu sais, je pense que pour la défense, tu sais, c'est intéressant. J'ai remarqué en consultant le dossier qu'elle n'a pas encore d'avocat. Apparemment, elle a renoncé à un avocat commis d'office pour essayer d'en engager un elle-même, ce qui est étrange. D'habitude, les juges nomment directement un avocat spécialisé dans les affaires de peine capitale dans une affaire de meurtre au premier degré ici en Caroline du Nord. Ensuite, si la personne accusée veut engager un avocat, elle en a tout à fait le droit. Pour garantir la préservation des droits de la personne, le juge nomme généralement quelqu'un immédiatement. Donc, c'était un peu étrange qu'on ne lui ait pas attribué d'avocat, car il ne semble pas qu'elle va sortir de garde à vue de sitôt pour pouvoir travailler ou gagner de l'argent afin d'engager un avocat. Mais cela dit, si je me retrouve dans une affaire comme celle-ci, la première chose que je vais faire, c'est demander une évaluation de la santé mentale. Parce que certaines circonstances de cette affaire sont tellement folles que je veux m'assurer de faire preuve de diligence, de couvrir mes arrières et de vérifier que ma cliente est bien en contact avec la réalité. Eh bien, c'est parce que j'ai vu qu'elle avait renoncé à un avocat. Je suis donc content que vous ayez expliqué cela, parce qu'elle va avoir une audience sur la cause probable et sur le et. Elle a comparu une première fois et la liberté sous caution lui a été refusée. Et donc pour l'instant, elle n'a pas d'avocat, c'est bien ça. Et dites-moi, comment savons-nous qu'elle est mentalement apte pour tout cela? Vous savez, ces procédures, si elle n'a pas d'avocat? Non, à ce stade, nous ne savons pas. Et cette date d'audience qu'on lui a donnée en février pour l'audience de cause probable, l'État a un moyen de contourner cela. Donc, selon la loi de Caroline du Nord, il faut avoir une audience de cause probable pour un crime dans les jours qui suivent l'inculpation afin que l'affaire soit portée devant la Cour supérieure. Mais si votre affaire est inculpée avant cela par le grand jury, vous contournez le processus d'audience de cause probable et l'affaire va directement devant la Cour supérieure. Sera-t-elle présente à l'audience si elle n'engage pas d'avocat? Je veux dire, qui sera avec elle, vous savez, à ses côtés pour la défense lors de cette audience? Eh bien, vous savez, pour le moment, elle n'a pas d'avocat. Vous savez, si elle demande au tribunal un report parce qu'elle essaie encore d'en engager un, elle pourrait obtenir un report. Mais encore une fois, je pense que je serais très surprise si l'État ne poursuivait pas rapidement et n'inculpait pas cette affaire très vite. L'historique de recherche semble accablant. Ce produit chimique très spécifique ne doit pas être consommé par l'homme.
Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies le précisent clairement. Cela finit dans le vin, puis la science intervient. À quel point est-ce difficile en tant qu'avocat de la défense d'argumenter? Vérifiez sur Google, car il y a des raisons comme les batteries au lithium pour lesquelles ce produit chimique peut être acheté. À quel point est-il difficile de convaincre un jury, au final, d'accepter cela? De dire, eh bien, c'était peut-être en fait un produit de nettoyage ou quelque chose comme ça, et je ne sais pas comment c'est arrivé dans le vin. Eh bien, vous savez, je pense que les choses que l'avocat examinerait seraient, vous voyez, qui d'autre? Qui d'autre était à ce dîner, n'est-ce pas? Qui d'autre était au dîner? Qui d'autre avait accès au vin qui était consommé? Qui d'autre s'il y en a? Peut-être qu'il n'y avait personne, mais qui d'autre aurait pu accéder à son ordinateur? Ce sont des éléments à considérer. Il y a une phrase qui a été enfouie dans un reportage local de Fox Carolina qui disait qu'elle fait l'objet d'une enquête pour d'autres décès survenus en Caroline du Nord, pas seulement Michael Schmidt en 2007, et pas ce qui s'est passé à Thanksgiving, soi-disant en 25. Comment cela pourrait-il entrer en jeu dans la suite des événements? Parce que si elle va être inculpée pour Thanksgiving et qu'elle va être inculpée pour ce qui s'est passé en 2007. Mais il reste encore cette question ouverte du genre, attendez, dans combien d'autres affaires est-elle impliquée? Comment cela pourrait-il entrer en jeu avec simplement la chronologie de la façon dont tout cela va se dérouler? Oui, je pense que ça va arriver. Cela allongerait sûrement la chronologie, surtout si d'autres affaires sont encore en enquête à ce moment-là. Cependant, ce n'est pas une situation où la procureure chercherait nécessairement à juger toutes ces affaires ensemble. Donc, par exemple, les deux affaires pour lesquelles elle a été inculpée, même si en regardant le dossier du tribunal, elles apparaissent sur le même mandat ou document d'inculpation, elles ne pourront pas être jugées ensemble. Donc, l'affaire Millsept, parce qu'elle n'est pas ce que nous appelons transactionnellement liée à l'affaire de Thanksgiving, devra être jugée séparément. Je pense aux nombreux incidents. Elle est accusée de meurtre au premier degré, de 2 tentatives de meurtre et d'avoir introduit une substance dans de la nourriture ou une boisson. Ces chefs d'accusation pourraient être jugés ensemble car issus du même événement lors du dîner de Thanksgiving, mais l'affaire de 2007 serait jugée séparément. Le meurtre est une accusation très grave et nous parlerons bientôt de la possibilité de la peine de mort. Une autre accusation la vise. 3 chefs concernant l'administration d'un aliment ou d'une boisson interdite. À quel point ce crime est-il grave si quelqu'un est seulement accusé de cela en Caroline du Nord? Je veux dire, cela peut être une accusation assez grave, vraiment sérieuse, mais encore une fois, cela n'a rien à voir avec la gravité des autres chefs d'accusation contre elle. Accusation de meurtre et tentative de meurtre. Quelle est la probabilité que tout cela soit jugé? Et nous ne savons pas si elle sera inculpée pour d'autres meurtres, ou vous savez, d'autres crimes liés à son séjour en Caroline du Nord. Mais il y a l'incendie de la maison en 2007. C'est très différent d'un empoisonnement en 25. Quelle est la probabilité que tout soit jugé ensemble? Je ne pense pas, vous savez, que ce soit une situation. Bien sûr, tout incident survenu à Thanksgiving serait jugé ensemble. Le meurtre, les tentatives de meurtre et l'ajout de substances interdites dans la nourriture ou les boissons seraient jugés ensemble. Cette affaire de 2007 serait jugée séparément, car elle ne relève pas de la même transaction ou événement. Maintenant, vous savez, s'il y a des cas, disons par exemple, que ces autres affaires en cours d'enquête finissent par être poursuivies, et vous savez si c'est quelque chose de similaire à l'un de ces autres incidents, l'État peut parfois présenter ce qu'on appelle ou 4 des preuves B, qui sont des preuves de crimes ou de méfaits similaires pour montrer un plan ou un schéma particulier que la personne accusée avait pour influencer l'affaire. Et donc, vous savez, je pense que si l'État voulait dire oh, nous voulons présenter des preuves du meurtre de 2007 lors du procès des 25 chefs d'accusation, cela pourrait être difficile à faire accepter parce que c'est tellement éloigné dans le temps et la manière où le mécanisme du crime est complètement différent. Différent, et c'est une question morbide. Mais si, il croit Michael Schmidt que ce n'était pas un meurtre jusqu'à présent. Et il y a probablement, vous savez, des autopsies. En 2007, elles étaient peut-être un peu différentes de ce qu'elles sont en 26. Et le temps a passé. À quel point est-il important d'obtenir ces preuves et de rouvrir l'affaire? Comment reconstituer ce dossier resté froid? Peut-être ne l'avons-nous pas fait. On ignore s'il voyait cela comme une affaire non résolue avant récemment.
Je suppose, comment faites-vous pour constituer ce dossier? Vous savez, nous ne savons pas ce que disait le rapport d'autopsie dans cette affaire. Nous ne savons pas, vous voyez, s'il était écrit accident, vous savez. Rien que le terme incendie domestique amènerait à penser qu'un décès était accidentel. N'est-ce pas? Si jamais il s'avère que c'était en fait un incendie criminel, vous voyez, et cela veut aussi dire, vous savez, on ne sait pas s'il y a eu une autopsie complète, n'est-ce pas? On peut supposer toute la journée qu'il n'y en a peut-être pas eu. S'il pensait simplement à un incendie domestique, il ne soupçonnait aucune intention criminelle et croyait que cet homme était mort d'inhalation de fumée ou brûlé vif. Alors, il se peut qu'il n'y ait pas eu d'autopsie. Maintenant, j'aurais du mal à croire qu'un procureur porterait cette affaire devant la justice sans, vous savez, un rapport d'autopsie et beaucoup de preuves matérielles. Mais ensuite, il faudrait obtenir. Il faudrait se demander comment toutes ces preuves ont été conservées. Ont-elles été conservées s'il s'agissait d'un incendie de maison? Après que le chef des pompiers ait dit cela, était-ce une situation où ils n'ont pas recueilli de preuves ni suivi les procédures habituelles d'une enquête pour incendie criminel? Nous ignorons la réponse et ne voulons pas supposer. De nombreux facteurs sont en jeu. Cette affaire comporte donc beaucoup d'éléments à considérer. Étant donné que c'est si ancien et vous savez, en pensant que c'était simplement, vous savez, un accident comme un incendie domestique pendant si longtemps, nous ne savons tout simplement pas à ce stade. Oui, c'est drôle de penser à une affaire si ancienne. 2007. Tu te dis, oh là là, c'était il y a longtemps. Mais quand il s'agit de la Caroline du Nord, qui est un État appliquant la peine de mort, en ce moment, elle est accusée d'avoir tué 2 personnes, d'avoir tenté d'en tuer 2 autres. Comment la peine de mort pourrait-elle entrer en jeu dans cette affaire? Oui, je pense que, tu sais, c'est quelque chose que les procureurs envisagent probablement. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils demandent la peine de mort. La région de l'État où cela s'est produit est rurale, elle est très conservatrice et les jurys là-bas seraient enclins, ils seraient plus favorables à la peine de mort que les jurys dans certaines parties plus libérales de l'État. C'est certain. Comment fonctionne la peine de mort? Si les preuves sont solides et qu'avec un avocat, il y a des négociations de plaidoyer. Certains États appliquant la peine de mort, d'autres non. Comment un procureur utilise-t-il cette carte pour dire on peut l'enlever? Quelle est sa valeur? Je ne juge pas la légalité de la peine de mort. Mais dans ces négociations, cet outil est-il très puissant pour l'accusation? C'est un levier très puissant pour l'accusation, ne vous y trompez pas, c'est vraiment un levier très puissant. Si l'affaire et les preuves sont solides, cela peut être une situation où l'équipe de défense est en mesure de négocier la manière la plus efficace pour leur client de dire et. Si elle plaide coupable, l'État retirera la peine de mort et elle recevra la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Oui, t'as dit? Oui. Et nous verrons ce qui se passera ensuite. Vraiment. Nous sommes encore au début de cette affaire, l'enquête et d'autres éléments pourraient arriver. C'est vraiment une histoire incroyable venant de l'ouest de la Caroline du Nord, Kristonoke Otis. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Ancien procureur et avocat de la défense pénale en Caroline du Nord, merci d'être avec nous. Merci beaucoup Chris, je vous en suis reconnaissante. C'est une affaire choquante, avec de nombreuses questions sans réponse. Nous poursuivons l'enquête. Ah, vous êtes Casper Lining. Google doit comparaître au tribunal en février pour une audience de cause probable et reste détenu sans possibilité de libération sous caution. C'est tout pour cette affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Spotify et retrouvez On the Case sur Peacock. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.